2 800 000 habitants, toujours en place depuis sa fondation au 8e siècle avant Jésus-Christ, tout d'abord centre du monde romain, puis capitale de l'Église catholique et enfin capitale de l'Italie réunifiée, Rome regorge de secrets et de merveilles qui témoignent de toutes les époques de l'humanité. Et c'est donc dans cette émission que toute notre équipe de latinistes s'est rendue dans cette cité millénaire afin de vous offrir un reportage sur l'héritage culturel ainsi que la gastronomie et l'histoire de Les Rome. fondateurs, Romulus et Rémus, tout droit sortis de la lignée de Mars et d'Énée, sont à leur naissance jetés dans le Tibre par leur oncle Amulius, roi de Albe la Longue. Recueillis par une louve, puis par un berger, ils deviennent des hommes, se vengent de leur oncle et décident de fonder une cité. Rome sort ainsi de terre en 753 avant Jésus-Christ. Seulement, un problème se pose. Il ne peut y avoir qu'un seul roi. Rémus perd le duel et s'exile avant de revenir pour narguer son frère, qui finit par le tuer. Une communauté de guerriers et de malfrats se développe, mais la cité manque cruellement de femmes. Les Romains décident donc d'aller en chercher dans un peuple voisin, les Sabins. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement des Sabines, événement qui se résolut par la paix et l'unification des deux peuples. La dynastie des rois étrusques succède à Romulus. Le dernier, Tarquin le Superbe, est destitué en 509 avant Jésus-Christ, date à laquelle la République est instaurée. Senatus Populusque Romanus. Cette citation vous dit forcément quelque chose. En effet, c'est sous la République romaine que le Sénat, rassemblement d'élus la plupart du temps patriciens, gouverne. Durant les 500 ans que dure la République, Rome connaît de nombreux conflits qui se résultent par son expansion tout autour de la mer Méditerranée. D'abord toute l'Italie, les deux Siciles, l'Espagne et l'Afrique du Nord suite aux guerres puniques, la Grèce, le Proche-Orient et finalement les Gaules avec Jules César. La cité, quant à elle, s'étend désormais sur les 7 collines et compte 500 000 habitants. Cependant, l'Empire est trop vaste pour la République et l'institution du Sénat se voit affaiblie par le triumvirat établi par César. À son assassinat, la République tombe dans une succession de guerres civiles qui se terminent par la création de l'Empire avec à sa tête Auguste. Sous l'Empire, Rome devient le centre du monde. Elle prospère durant la Pax Romana mais finit par connaître différents problèmes. En 330, la scission entre l'Empire romain d'Occident et d'Orient fait perdre à la ville de son influence. Et c'est finalement lors du 5e siècle que la ville est pillée par les Goths. L'Empire tout entier s'effondre, laissant place à de nouveaux peuples fuyant les Huns. Ainsi, les barbares lombards, francs, visigoths, ainsi que tous les autres peuples romanisés se partagent les lambeaux de l'Empire. Et un autre pouvoir prend possession de Rome, celui de l'Église catholique. La chute de Rome plonge toute l'Europe dans le Moyen-Âge en 476. La splendide cité devient méconnaissable. Les quartiers des collines sont abandonnés au profit du champ de Mars où s'installe la population. Les catastrophes naturelles ainsi que l'absence d'entretien ont raison de la plupart des monuments antiques. Forteresses, tours de défense et murailles voient le jour. La Renaissance prend son origine à partir du XVe siècle après la fuite des savants de l'Orient. Les ouvrages gréco-romains sont de nouveau au centre de l'attention des humanistes qui vont alors y trouver une grande source d'inspiration. Ainsi, toute l'Italie subira l'influence de la Renaissance, et Rome prendra elle aussi une place importante au sein de cette période. Rome est la capitale des États pontificaux qui régneront sur la cité jusqu'en 1870, année durant laquelle Victor Emmanuel II prend la ville et achève l'unification totale de l'Italie. Suite à ce siège, le pape ne garde que le contrôle du Vatican et Rome devient la capitale du royaume. En 1922, Mussolini devient le duce de l'Italie lors de la marche sur Rome par les fascistes. Devenu dictateur, il se met à rêver de gouverner un puissant empire, semblable à celui de Rome dans l'Antiquité. Le duce est un admirateur des empereurs romains et les rénovations qu'il entreprend dévoilent des constructions antiques telles que les forums impériaux, la colline des dieux ou encore les thermes de Trajan. La Via della Conciliazione est notamment le symbole des accords du Latran, signés en 1929 entre Mussolini et le pape. Les travaux de Mussolini prendront fin lorsque celui-ci sera exécuté et fusillé en 1945 par des partisans communistes. Lors de notre voyage en Italie, nous avions eu la chance de rencontrer un Italien qui a accepté de répondre à nos questions. Il patrimonio italiano è straordinario. Le patrimoine italien est extraordinaire parce qu'il y a une très longue histoire.
Il est à la fois antique, mais pas seulement. Il y a toujours un lien dans l'histoire qui se trouve négligé, sans interruption. Il y a des peuples qui ont une grande culture, mais d'un coup, avec ce qui est arrivé dans l'histoire, la transmission n'est pas allée au-delà. Par exemple, l'Empire romain a eu ici le centre. En France, il y a eu les Gaulois, puis les Romains. Ils sont mêlés, et il ne reste plus grand-chose de la culture gauloise, on dit. Et ici, en Italie, quand on voit les constructions de 2000 ans, la Piazza della Rotonda, par exemple, le Panthéon, c'est 2200 ans d'histoire, c'est extraordinaire. C'est unique au monde en ce sens. Si les premiers bâtiments romains sont construits durant la monarchie puis pendant la République, il faudra attendre l'Empire pour connaître l'apogée de l'architecture à la romaine. En effet, chaque empereur veut marquer la ville de son empreinte afin de se faire connaître des générations futures. Pour cela, plusieurs options s'offrent à lui. Soit il construit un bâtiment pour satisfaire le peuple, comme les thermes ou les amphithéâtres, soit il dresse des monuments à sa gloire, tels les arcs de triomphe. En outre, la construction de temples permet de souligner le caractère divin de l'empereur. La création du Forum romain débute dès la fondation de Rome, à l'époque des rois étrusques. Alors, il s'agissait d'un lieu économique important destiné à relier les peuples aux alentours de Rome. Il comporte alors la Regia, la résidence des rois. Sous la République, le Forum est aménagé pour devenir un lieu économique et politique important. La curie désigne le bâtiment où se réunissaient les sénateurs romains. Elle aurait été fondée sous la monarchie romaine et reconstruite par Octave au 1er siècle avant Jésus-Christ. Devant la curie était situé le comitium, où se regroupait l'assemblée populaire. La tribune des orateurs, appelée la Rostra Vetera, est aménagée à la périphérie du comitium. Des basiliques sont également érigées de part et d'autre du forum. À cette époque, le terme basilica n'a aucune connotation religieuse. Bien au contraire, il s'agissait d'une place économique, financière et judiciaire. Des temples sont également construits, tel le temple de Saturne qui contenait le trésor public, ou encore le temple de Vesta, dans lequel brûlait le feu sacré de Rome. Sous l'Empire, le forum est agencé pour devenir l'emblème de la puissance impériale. Auguste dédie un temple à son illustre aïeul Jules César. Le comitium disparaît et 2 tribunes sont construites sur la place centrale du forum. Enfin, les arcs de triomphe à la gloire des empereurs sont érigés à la périphérie du forum pour fermer la place. Aujourd'hui, le seul arc encore visible est l'arc de Septime Sévère, construit en 203 après Jésus-Christ. Le Colisée est l'amphithéâtre romain le plus célèbre au monde, le véritable emblème de la ville de Rome. Il a été créé entre 72 et 82 après Jésus-Christ par la dynastie des Flaviens. On l'appelait donc à ce moment-là le Circus Flaminius. Son nom moderne Colisée provient de l'immense statue de Néron, le Colosse, qui était érigé sur la place de l'amphithéâtre. Le cirque Flavien avait des dimensions considérables pour l'époque. 187 mètres de long pour 155 mètres de large et 50 mètres de hauteur. Il pouvait accueillir pas moins de 55 000 spectateurs lors de son ouverture, ce qui en faisait le cirque le plus grand au monde. Les combats se déroulaient sur l'arène de l'amphithéâtre, le type de spectacle variant selon le moment de la journée. Le matin, de nombreuses chasses d'animaux sauvages étaient organisées. Elles étaient appelées les Venationes. L'historien Dion Cassius rapporte la mort de près de 9000 bêtes, toutes espèces confondues, lors de l'inauguration du Colisée. Les exécutions de condamnés à mort avaient lieu en général le midi. Le condamné était attaché et sans possibilité de se défendre. Les Romains n'aimaient pas particulièrement ce type de spectacle et quittaient l'amphithéâtre pour se restaurer. L'après-midi était le temps dédié au combat de gladiateurs appelé Numera. Ces gladiateurs étaient à l'origine des esclaves obligés de combattre, mais le métier se professionnalise au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il existait 4 types de gladiateurs qui combattaient en binôme selon un code précis.
Le Thrace affrontait le Myrmillon et le Rétiaire combattait le Sécoutor. Pour chaque couple, un arbitre surveillait le déroulement du combat. L'entraînement d'un gladiateur revenait très cher à son propriétaire, et de fait, peu de gladiateurs étaient tués dans l'arène. Les nomachie étaient des reconstitutions de batailles navales célèbres, commandées par l'empereur pour célébrer un triomphe. Elles se déroulaient à l'origine sur des plans d'eau naturels. Les premières nomachie d'amphithéâtre furent organisées par Néron au 1er siècle après Jésus-Christ, puis par Titus en 80 pour l'inauguration du Colisée. Par la suite, de grandes fêtes sont organisées au Colisée. Ainsi, en 107, Trajan offre des jeux comportant 11 000 animaux et 10 000 gladiateurs après sa victoire contre les Daces. L'arc de Constantin est un arc de triomphe situé à 2 pas du Colisée. Il a été créé par Constantin en 315 pour célébrer sa victoire contre l'empereur Maxence. L'arc mesure 21 mètres de haut pour 25 mètres de large. Il reprend des blocs de bâtiments plus anciens. En effet, il est possible de voir d'autres scènes, comme Marc Aurèle interrogeant un prisonnier, ou encore la victoire de Trajan contre les Daces. Commandés par l'empereur Septime Sévère, les termes de Caracalla seront finalement achevés sous l'empereur Caracalla, qui donnera son nom au terme. Les thermes ont un rôle double. Les Romains viennent avant tout pour se laver, mais également pour se détendre et passer un bon moment avec des connaissances. Les thermes en elles-mêmes sont situés au centre de l'édifice. Les Romains prennent des bains de températures différentes. Le tepidarium pour le bain tiède, le caldarium pour les bains chauds et le frigidarium pour le bain froid. Il existe également une étuve appelée le sudatorium, une salle de massage. Les thermes sont alimentés par un aqueduc qui achemine l'eau sur des dizaines de kilomètres. La palestre est une grande cour aménagée destinée aux exercices physiques. On y pratique de la gymnastique, de la lutte ou des jeux de balle. Les Romains se raclent la peau avec un strigil pour enlever sueur et poussière. De plus, des bibliothèques offrent un peu de repos et de distraction aux visiteurs. Le premier panthéon a été construit par Agrippa, un ami d'Auguste, en 27 avant Jésus-Christ. Alors, le terme panthéon signifie de tous les dieux. Il s'agit donc d'un bâtiment destiné à accueillir l'ensemble des dieux romains. La coupole, qui s'élève à plus de 60 mètres au-dessus de la cité, pour 43 mètres de diamètre, est une véritable prouesse architecturale accomplie par les Romains. En outre, le bâtiment ne comporte pour seul éclairage qu'un trou percé au sommet de la voûte qui est appelé l'oculus, l'œil en latin. Ainsi, le Panthéon est un monument qui se démarque des autres temples romains. Bellezza, beauté. La beauté. On appelle aussi l'Italie le beau pays. C'est le surnom de l'Italie. C'est le beau pays. Au Moyen-Âge, beaucoup de ces bâtiments antiques connaissent la ruine. En règle générale, les bâtiments sont endommagés par les invasions et les intempéries. De plus, les pierres sont reprises pour construire de nouveaux bâtiments, souvent des églises. Ainsi, les thermes de Caracalla sont détruites suite au sac des Goths au VIe siècle. Les pierres du Colisée sont enlevées pour reconstruire d'autres bâtiments. Et le forum est purement et simplement abandonné au fil des siècles. Certains monuments sont même convertis en églises. Le plus célèbre de ces bâtiments étant le Panthéon, qui est aujourd'hui la basilique Santa Maria ad Martires. Le Moyen-Âge est une période troublée pour la ville de Rome. Il faudra attendre le XVe siècle pour que de grands projets soient entrepris, principalement par la papauté. Si la basilique Saint-Pierre est construite en 319 par Constantin sur le lieu supposé de la mort de Saint-Pierre, l'édifice que nous connaissons aujourd'hui date du XVIe siècle. Le pape Jules II fait appel à Bramante, un célèbre architecte italien, pour concevoir le plan de la nouvelle basilique. De nombreux artistes participent à la construction de cet édifice. Ainsi, la façade donnant sur la place Saint-Pierre est l'œuvre de Carlo Maderno, tandis que Michel-Ange réalise la coupole qui culmine à 136 mètres au-dessus de la ville. L'intérieur est richement décoré par le Bernin, qui réalise entre autres le baldaquin à colonnes torsadées et le reliquaire de la chaire de Saint-Pierre. L'autorité des papes provient de cette citation de l'évangile écrite sur la coupole. Tu es Petrus et superanc Petram, aedificabo ecclesiam meam, tibidao, claues regni caelorum.
ce qui signifie tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, je te donne les clés du royaume des cieux. Ainsi les papes se revendiquent comme les successeurs de Saint-Pierre, le premier pape de l'histoire. La chapelle Sixtine est le lieu où se déroulent les conclaves depuis la fin du XVe siècle. Un conclave est la réunion de tous les cardinaux dans le but d'élire un nouveau pape suite à la mort du précédent. D'ailleurs, la chapelle doit son nom au pape Sixte IV qui demanda sa construction. Les fresques réalisées sur les murs de la salle ont été réalisées par le Pérugin et Botticelli. Elles montrent principalement des scènes de la vie de Moïse et de Jésus. Le plafond et la fresque du Jugement dernier furent réalisés par Michel-Ange. La voûte raconte l'histoire d'Adam et Ève, créés par Dieu et chassés du paradis pour avoir goûté aux fruits défendus. La fresque du Jugement dernier met en avant, comme son nom l'indique, le jugement des âmes destinées à aller au paradis ou en enfer selon la vie menée par le défunt. Au centre, le Christ trône en majesté avec Marie à sa gauche. Il est au paradis, accompagné d'une multitude de saints tout autour de lui. Les anges accompagnent le Christ et annoncent la tenue du jugement dernier. Les défunts ressuscitent en bas à gauche de la fresque. Certains sont élevés au paradis par des anges, d'autres sont condamnés à l'enfer en bas à droite de la scène. Reconnaissez-vous cette figure mythologique qui emmène les damnés en enfer à l'aide de sa barque? C'est en réalité Charon qui, dans la mythologie romaine, emmène les morts vers les enfers. La fontaine de Trévi fut réalisée par Nicolas Salvi à la demande du pape Benoît XIV et achevée en 1762. Il s'agit de l'arrivée d'eau d'un aqueduc important, l'Aqua Vergine. Le nom Trévi vient du latin trium, signifiant l'embranchement de 3 voies. La fontaine de Trévi est de style baroque. Elle met en scène l'arrivée d'eau à Rome de façon spectaculaire. La statue centrale représente Neptune, dieu de l'eau et des océans, sur un char de coquillages. Celui-ci est tracté par des chevaux marins, l'eau violente à gauche et l'eau sauvage à droite. Les chevaux sont eux-mêmes guidés par des tritons, de petits dieux marins. Les statues de part et d'autre de Neptune représentent l'abondance et la salubrité, la qualité de l'eau. Il est d'usage de lancer une pièce dans la fontaine de Trévi afin d'assurer bonheur et prospérité et de garantir un retour à Rome. Selon la tradition, la lancée doit se faire dos à la fontaine et la pièce doit être lancée par la main droite au-dessus de l'épaule gauche. La place Navone est une célèbre place romaine qui reprend la forme de l'ancien stade de Domitien, abandonné au fil des temps. Celle-ci fut réalisée sur le règne du pape Innocent X pendant la Renaissance italienne. La fontaine située au milieu de la place fut réalisée par le Bernin, un célèbre sculpteur, peintre et architecte du XVIIe siècle. L'ensemble est de style baroque, caractérisé par des formes impressionnantes, des courbes et des figures d'optique. Les statues représentent les fleuves les plus importants des 4 continents connus à cette époque. Nous avons le Danube pour l'Europe, le Nil pour l'Afrique, le Rio de la Plata pour l'Amérique et la Gange pour l'Asie. La fontaine est surmontée d'un obélisque égyptien de l'époque romaine, situé autrefois au cirque Maxence. La place est agrémentée de 2 petites fontaines à ses extrémités, la fontaine du Mort et de Neptune. La place Navone est une place très animée de Rome fréquentée par les touristes, les artistes et les commerçants. Au XIXe siècle, l'Italie n'est pas réunifiée. C'est Victor Emmanuel II qui proclame le royaume d'Italie en 1861 et termine la réunification totale du royaume en 1971 avec la prise de Rome face aux États pontificaux. 50 ans après cette unification en 1911, s'achèvent les travaux du monument de Victor Emmanuel II, un grand bâtiment de 81 mètres de hauteur où siège l'immense statue du roi. Après la Première Guerre mondiale, on y installe la flamme du soldat inconnu, qui est encore à ce jour gardée par des militaires. Bonjour, je me trouve en présence du chef Zaoni qui va nous donner quelques explications sur la culture culinaire à Rome. Bonjour, chef Zaoni. Buongiorno. La cuisine italienne est portée à l'échelle internationale. Vos symboles sont les bolognaises, les pizzas, mais pouvez-vous nous parler des spécialités romaines un peu moins connues du grand public ? Oui, bien sûr, la gastronomie romaine est un des pôles majeurs de la capitale. Pouvez-vous nous parler des différents plats que l'on trouve exclusivement à Rome ? Por supuesto. Bien évidemment. Tout d'abord, en entrée, vous pouvez déguster une pizza bianca. Une pizza faite d'une base à base de levure, garnie de mozza, de champignons, etc.
Cette recette date de la Rome antique. La première version était cuite dans les cendres chaudes d'un feu qu'on enfournait au four directement. Grâce à sa popularité, de nombreux dérivés existent aujourd'hui, comme la pizza traditionnelle telle que nous la connaissons. J'en ai l'eau à la bouche. Vous avez également en entrée les artichauts de Rome, aussi appelés carciofi à la Guédéa, artichauts à la juive. Pour cela, il faut nettoyer et retirer toutes les feuilles de l'extérieur. On les plonge dans de l'eau citronnée pour éviter qu'elles noircissent. On les coupe en deux et on les farce à base d'ail, d'assaisonnement et également de persil et d'origan. Placez-les dans une poêle en les suant avec de l'eau et du vin. Appétissant. Et en plat principal, qu'est-ce que nous avons? Après le tour du primo, un plat souvent composé de pâtes en entrée, nous avons les fameuses vraies carbonara, et non les fausses qui sont souvent d'origine française. Notre version est préparée avec des penne. Cette pâte s'intègre au mieux avec les œufs et le lard qu'avec des spaghettis. Ensuite, il existe également les salades de puntarelle, une sorte de chicorée qui peut se manger crue ou cuite, accompagnée avec des anchois, du vinaigre blanc, du sel et de l'huile d'olive. Et la pasta sempre. Ce sont les pâtes évidemment. Les pâtes avec du parmesan. Ce n'est pas grave après s'il y a juste des pâtes blanches. Mais s'il y a des pâtes et du parmesan, pour moi, c'est vraiment mieux. Tout cela a l'air savoureux. Et lors du carnaval de Rome, on retrouve plein de gourmandises le long des galeries. Pouvez-vous nous en parler de quelques-uns? Oui, lors du carnaval de Rome, de nombreux desserts sont réalisés. Par exemple, nous avons les frappés, des petits losanges de pâte très fine à la fleur d'oranger, frits et saupoudrés de sucre glace, de vraies petites merveilles. Après, il y a les bocconotti, un duo de pâte brisée à la ricotta avec des fruits confits, des zestes d'orange, frits et passés au four parchevés à croquant. Une pointe de cannelle et le tour est joué. Vous n'aurez aucun mal à trouver ce type de dessert lors de cette période. Eh bien tout cela a l'air très parfumé. On compte beaucoup de glaciers à Rome, mais pourquoi y en a-t-il autant? Tout simplement parce que la glace en Italie est considérée comme une institution dans notre culture et dans la vie quotidienne des Italiens. Cette douceur ne connaît pas la crise, puisque nous la consommons toute l'année, l'hiver compris. Je vois. Alors, quelles sont pour vous les astuces pour reconnaître un bon glacier à Rome? Tout d'abord, regardez attentivement les parfums proposés. Préférez une petite liste de parfums que des saveurs douteuses, par exemple Dragibus ou encore Schrumpf. Prenez un glacier de préférence artisanal. Faites attention aux couleurs. Si vous avez une saveur pistache de couleur vert fluo, je vous conseille de passer votre chemin. On reconnaît la qualité des glaces si elles sont moins brillantes. Enfin, je dirais que la quantité ne suffit pas. Ce n'est pas un glacier qui va vous mettre des cornets dégoulinants pleins de chantilly qui sera meilleur. Leurs astuces est d'y injecter de l'air. La texture est moins dense et la quantité pas forcément supérieure. Merci beaucoup, chef Zaoni, pour toutes vos explications. Merci à vous. Sì. Sì. E perché? Perché la cuisine française appunta, cioè sul gusto. Oui, parce que la cuisine française se concentre sur le goût, sur le plaisir du goût. Et mélanger les goûts est l'idée de base, selon moi qui ne suis pas français, de la cuisine française. La cuisine française est beaucoup plus, dit-on, savoureuse, plaisante. Mais la cuisine italienne est plus saine. La cuisine méditerranéenne, en général, ne met pas l'accent sur le goût, le plaisir de manger, mais sur le repas en famille. Ils ont inventé en Italie le concept de slow food. Manger en famille, c'est l'état d'esprit qui est important. Pas ce que l'on mange, mais comment on le mange, avec qui on le mange.
En Italie, ils disent « bonheur, c'est un verre de vin avec un sandwich ». Et ce n'est pas grand-chose, un sandwich et un verre de vin, mais la façon de manger, l'état d'esprit, pas vraiment le goût et le fait de mélanger plein de saveurs comme... Les Français sont doués pour les saveurs de la cuisine, les parfums, toujours sur le plaisir du goût, de la saveur essentielle. Mais les Italiens, c'est la nourriture saine et manger de la bonne manière. Moi, je préfère la nourriture italienne. Eh bien, le Vatican. Avec la chrétienté catholique, ça c'est important. Mais beaucoup l'oublient. Ils viennent en Italie pour visiter l'art chrétien et ils ne s'aperçoivent pas que l'art chrétien, c'est ce qu'ils voient partout. Après, il y a l'Empire romain et l'art en général. L'humanisme, la Renaissance. L'Italie veut tout dire. Venise, Rome, Naples, la mafia et tant d'autres choses. C'est une culture romane en général. Il y a de la romance. Ça, c'est intéressant. Les traditions à Rome sont nombreuses et beaucoup remontent à l'Antiquité. Elles ont ainsi été transmises à tous les pays se trouvant sous la domination romaine. Et c'est aux Romains de l'Antiquité que le carnaval doit par exemple d'avoir vu le jour, ou encore la fête des mères, l'organisation de l'année en 12 mois, et aussi les chiffres romains. À Rome, les festivités religieuses sont très présentes sur le calendrier civil. Chaque quartier a son protecteur et chaque église son dédicataire. Les Romains sont d'ailleurs très respectueux de leurs bâtiments religieux et un gardien est souvent là pour rappeler aux visiteurs qu'il faut un minimum de décence. Ces fêtes à Rome, sachez-le, n'impliquent pas forcément des jours fériés. Elles se déroulent toujours dans une ambiance familiale et bon enfant. Les Romains étant des gens très sociaux, la notion de partage est souvent présente. Comme lors du réveillon de la Saint-Sylvestre par exemple, où les Romains partagent volontiers gâteaux et boissons dans les rues. Il y a également des fêtes non religieuses célébrant souvent des événements marquants de l'histoire, comme la fête nationale, aussi appelée Natale di Roma. Il s'agit de la journée de la fondation de Rome, qui est célébrée chaque année le 21 avril. Parfois, la fête dure quelques jours, et on organise beaucoup de manifestations culturelles et de cérémonies. Ainsi, chaque année, on choisit la déesse de Rome, une jeune fille ayant été sélectionnée dans un concours de beauté. Pendant la fête, l'un des rôles principaux est attribué aux Vestales, ce sont des messagères de la déesse Vesta, et contrôlent la conformité avec tous les rites anciens. Pendant la fête, elles doivent suivre le feu sacré qui, selon une légende antique, est l'incarnation de la déesse Vesta. Pendant la célébration, les voyageurs peuvent regarder des représentations de théâtre consacrées à des événements historiques importants. Nous allons vous citer quelques autres de fêtes parmi les plus populaires et les plus suivies. Il y a notamment la Befana qui se déroule le 6 janvier. C'est la fête préférée des enfants à Rome. En Italie, traditionnellement, ce n'est pas le Père Noël, mais bien la Befana qui apporte à l'épiphanie des cadeaux aux enfants sages et du charbon aux autres. Il y a aussi le carnaval romain qui débute 10 jours avant le mercredi des cendres. Jadis et jusque durant le 19e siècle, un des plus spectaculaires et célèbres du monde. Il tient son origine de la fête des Saturnales, pendant laquelle les esclaves et les maîtres échangeaient leur rôle. Depuis le début du 21e siècle, le carnaval renaît se déroule aux mêmes dates que le carnaval de Venise, pendant presque 10 jours où Rome abrite divers spectacles et festivités. La première édition eut lieu en 2010. On peut aussi ajouter la fête de Saint-Pierre et Paul, les saints patrons de la ville. Les célébrations ont lieu au Vatican, à la basilique Saint-Pierre et à Rome, où un feu d'artifice est parfois lancé depuis l'église Saint-Paul-hors-les-Murs, le 29 juin. Parlons maintenant des habitudes des Romains, dont le quotidien est très différent de celui des Français. Commençons par leur comportement. Les Italiens sont traditionnellement très expansifs, ils sont réputés pour parler fort, s'exprimer beaucoup avec les mains et s'emporter facilement. Le caractère d'un Italien est entier. Ses accès de colère sont aussi intenses et brefs que sa chaleur est omnisciente. Les Italiens nouent très facilement le contact, ce qui confère à l'Italie une réputation de pays très accueillant. L'identité italienne s'exprime dans cette forte personnalité et dans un immense goût à la vie. Ces Italiens sont traditionnellement de bons vivants. Ils aiment les belles femmes, les grandes fêtes, les retrouvailles, les amours passionnés et leur gastronomie reflète leur goût pour le plaisir.
Les spécialités culinaires italiennes, délicieuses et conviviales, s'exportent internationalement. De plus, la famille est très profondément ancrée dans les traditions en Italie. Un Italien est très lié à sa famille, avec qui il entretient de nombreux contacts. La mamma en est généralement le centre. Elle détient une autorité conséquente et un pouvoir d'influence. En affaires, un Italien préférera toujours traiter avec un membre de sa famille en qui, d'emblée, il a confiance qu'avec un étranger. Les maisons italiennes hébergent donc de grandes familles. Les enfants recueillent bien souvent leurs parents lorsque ceux-ci se font vieux. Cette tradition a néanmoins tendance à perdre du terrain au sein de l'Italie moderne. Nous pouvons citer quelques coutumes rythmant la vie quotidienne des Romains. Le café. Ti offro un café al bar. Je t'offre un café au bar. C'est une expression très courante car rares sont les Italiens qui ne commencent pas leur journée par un expresso. Les bars n'ont pas de chaises et les comptoirs sont souvent pris d'assaut par les clients pressés. Le barman leur présente un expresso serré dans une toute petite tasse avec le sucre en poudre et une goutte de lait. Il pisolino, la sieste. Elle fait partie des traditions italiennes depuis l'Antiquité, surtout vivace dans le sud du pays. L'été surtout, la ville s'endort après le déjeuner. Les boutiques ferment, la circulation ralentit et les travailleurs de la 6e heure sont l'exception. La passeggiata, la promenade. Entre 18h et 20h, la rue principale se gonfle d'une foule extraordinaire qui la monte et la descend en un rythme immuable. On voit et on se fait voir, parés des vêtements à la dernière mode, tout en saluant et en dévisageant. Pour l'observateur étranger, c'est l'une des images les plus évocatrices de la vie citadine et surtout villageoise. Excusez-moi, est-ce que vous avez quelques minutes pour répondre à une question sur une interview? Oui, s'il vous plaît. C'est sur la culture romaine. D'accord, allez-y. Première question, donc, quel est le pilier culturel le plus important à Rome? Je pense que le pilier historique est vraiment important à Rome parce que tout d'abord c'est une ville antique, donc avec les vestiges comme le Colisée, etc. Il a des traces de tous les âges, comme le Moyen-Âge avec la cité des papes, le Vatican, etc. Donc voilà, je pense que le pilier historique est vraiment le pilier le plus important. Et d'où viendrait la culture romaine selon vous? Sachant que Rome, comme je l'ai dit auparavant, est une ville qui a été créée en Antiquité, donc qui était même la ville la plus importante de l'Antiquité romaine. Je pense que beaucoup des coutumes, des traditions, etc. De nous Romains aujourd'hui nous viennent de l'Antiquité. Également, nous sommes très religieux à Rome, donc avec toutes nos églises, nos basiliques, etc. Donc cela nous vient aussi du Moyen-Âge. Donc notre culture nous vient un peu de tous les âges qu'a pu connaître la ville. Et donc, vous parliez de tradition justement, donc quelle serait la tradition la plus importante, enfin la plus intéressante à Rome? La tradition la plus importante, je pense que la fête du carnaval est à mon sens vraiment important et très forte à Rome. Donc c'est une fête qui était réinstaurée en 2010. Avant, elle s'était un petit peu oubliée, mais elle nous vient tout d'abord de l'Antiquité, encore une fois. Elle était nommée avant la fête des Saturnales. C'était une fête durant laquelle les esclaves et les maîtres à Rome échangeaient leur place le temps d'une journée, se laissent passer dans la bonne humeur, etc. Et c'était une fête très importante pour la Rome antique. Et donc elle s'était un petit peu oubliée, comme je l'ai dit, durant plusieurs siècles. Et elle est revenue depuis 2010. Et elle est très importante même dans le monde entier. Les gens viennent de loin pour participer à cette fête. Et qu'est-ce qui différencie Rome des autres villes du monde? Rome a cette particularité que les autres villes européennes et même mondiales n'ont pas. Son pilier historique est tellement important qu'elle a donc gardé des vestiges de tous les âges. Et malgré ça, elle a pu se développer et devenir une ville moderne. Et à mon sens, elle a totalement réussi cette transformation et cette alliance entre le moderne et l'antique qui rend cette ville magnifique.
D'accord, et une dernière question. Alors, pouvez-vous me donner tout simplement un mot qui vous ferait penser à la ville, à Qui Rome? me ferait penser à la ville. Bah, avec tout son pilier historique, etc., que la ville a développé au fur et à mesure des âges, je pense que pour définir la ville, je pense que je donnerais le mot historique. Ou histoire. Bien, merci beaucoup de votre accueil. De rien. Au revoir. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder notre reportage. Il touche à sa fin, il ne reste plus qu'à vous remercier de votre fidélité et de vous dire à bientôt pour un prochain numéro de Latin Investigation.